contraintes et défis. Então, muito obrigada, eu fui muito bem apresentado, e o tema da nossa palestra hoje é o microfinanciamento, o financiamento das microempresas na África, suas exigências e seus desafios. La présentation que je vais faire, on a travaillé beaucoup plus sur nos différentes expériences, les différentes études sur le financement de la micro-entreprise, et on a travaillé c'est sur cette base que j'ai essayé de faire une synthèse pour avoir des éléments pour discuter de ces éléments de contraintes et difficultés. Então, trabalhamos muito para produzir essa apresentação e trabalhamos especificamente os elementos de restrições, de exigências e as dificuldades sobre esse tema na África. OK, donc le plan, c'est beaucoup plus une petite introduction. Présenter et dire ce que c'est que la micro-entreprise en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et le financement des micro-entreprises en Afrique, les contraintes de financement de la micro-entreprise en Afrique, les défis de financement de la micro-entreprise en Afrique, la stratégie pour faire face aux contraintes et défis, les initiatives gouvernementales, un peu une conclusion et des solutions pour relever ces défis, les défis. Então, eu vou ler a planta, o plano da nossa palestra. Que depois dessa introdução, vamos falar o que é uma microempresa, qual é o papel da microempresa na economia da África, qual é o financiamento dessas microempresas na África, suas exigências, os desafios específicos ao financiamento da microempresa, as estratégias para enfrentar essas exigências e esses desafios, e quais são as iniciativas governamentais nesse âmbito. D'accord. En termes d'introduction, il faudra dire que la micro-entreprise en Afrique joue un rôle significatif dans les économies, les microéconomies. Et c'est l'ensemble de ces microéconomies qui constituent un peu les résultats au niveau de la macroéconomie. Dans ce sens, ils ont un rôle important sur le développement des communautés locales, mais aussi au plan national. Donc, la micro-entreprise constitue l'essence du développement de nos économies. Então, a microempresa constitui o coração, a parte mais importante do desenvolvimento da nossa economia, por ela estar implementada nas comunidades locais e outros elementos. Cependant, malgré cette importance, il n'y a pas souvent des stratégies orientées vers la viabilité de ces micro-entreprises à travers des contraintes liées à l'accès au financement, l'accès aux fonds pour pouvoir développer. Malgré qu'il y a une importance, il n'y a pas de stratégies qui permettent à ces micro-entreprises de se développer. Então, não tem realmente uma estratégia que permite a essas microempresas de se desenvolverem. Não tem acesso aos fundos, não tem, estão faltando alguns elementos. Porém, essas microempresas, vamos ver, são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Donc, moi, je dirais qu'en plus, au-delà de toutes les contraintes, l'accès au financement, l'accès à un revenu pour pouvoir financer l'entreprise constitue une contrainte majeure. Et le plus souvent, la vie de l'entreprise court entre moins de 6 mois à 3 ans avant qu'elle disparaisse. La majorité, peut-être un tiers, survit parce que les contraintes liées à l'accès au financement qui conditionnent l'accès au marché ne sont pas levées. Et ça constitue une contrainte majeure. Donc, c'est ça qu'on va essayer de travailler. Ouais. Então, o que são as maiores restrições
para o desenvolvimento dessas microempresas é o acesso ao financiamento, uma estratégia para auxiliar esse financiamento. Geralmente leva de 6 meses a 1 ano para que uma empresa que recebe um financiamento possa se implementar. Eu diria que isso é o maior desafio, o acesso e o acompanhamento desses financiamentos, a falta de acesso aos fundos, aos empréstimos. Alors, qu'est-ce que la micro-entreprise en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest? Il y a la réglementation qui définit la micro-entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Mais dans la réglementation, il est prévu effectivement que clairement la micro-entreprise soit définie comme des entreprises de petite taille qui emploient entre moins de 10 personnes, 10 personnes sont employées et qui ont un chiffre d'affaires annuel de moins de $100,000. Então, a regulamentação define uma microempresa como uma empresa de pequeno porte que emprega até 10 pessoas e que tem um balancete anual inferior a $100,000. Donc, elle est définie comme aussi une structure qui contribue à l'emploi au niveau local, c'est-à-dire création d'emplois, mais qui offre aussi des opportunités au plan local, au niveau local. Ela é definida como uma empresa que proporciona empregos e que é implementada, que tem uma importância a um nível local. Et la micro-entreprise en général peut être considérée comme une chaîne de valeur où la grande entreprise travaille beaucoup plus avec la moyenne entreprise pour les questions de fourniture, de marché et autres. Et la moyenne entreprise travaille beaucoup plus avec les micro-entreprises aussi pour des questions d'accès, approvisionnement et puis fourniture de certains produits et services. Donc, ça fonctionne comme une chaîne de valeur où la micro-entreprise est au service des moyennes entreprises. Les moyennes entreprises sont au service de la macro-entreprise, c'est-à-dire les entreprises les plus grandes. Então, a microempresa, ela funciona numa cadeia numa cadeira de valores. Ela fica a serviço da empresa de meio porte, que, por sua vez, trabalha ao serviço da grande empresa. Isso tem a ver com a rede de abastecimento e aí vai de baixo para cima. Et les acteurs, les micro-entreprises sont les plus importantes en nombre, c'est-à-dire qu'elles vont du secteur informel au secteur formel et elles sont aussi dans tous les secteurs de l'économie, le secteur primaire, le secteur secondaire, notamment l'agriculture, l'artisanat, les services. Elles sont les plus nombreuses et représentent 90% en nombre d'acteurs de l'économie au niveau de nos pays, 90% en nombre. Donc, elles sont les plus nombreuses, même si leur contribution est aussi reconnue importante, autour de 40% du PIB. Et dans ce sens, elles sont les acteurs clés de nos économies. On ne peut pas considérer les grandes entreprises comme les acteurs clés. Et les grandes entreprises jouent un rôle important, la moyenne et grande jouent un rôle important, c'est vrai, mais la petite entreprise est le soubassement de l'économie, c'est elle qui constitue l'économie au niveau de nos pays. Então, a microempresa, ela constitui a base da economia. Ela representa, em número da população ativa, 90%. Apesar e ela contribui até a 40% do PIB do continente africano. E ela é fundamental nessa cadeia por ser um motor essencial, um motor de base que impulsiona a economia africana.
Donc, E podemos ok. dizer também que ela é muito mais importante, esse sistema de microempresa é mais importante que as grandes empresas. Ela sustenta, esse sistema sustenta a atividade econômica do continente. Le défi du financement de la micro-entreprise en Afrique constitue le défi du financement aussi de l'économie dans nos pays, puisqu'elle joue un rôle important. Donc, les États, les gouvernements, les acteurs du secteur formel comme informel ont développé des initiatives pour favoriser le financement de la micro-entreprise. Então, o microfinanciamento é fundamental. Eu tinha esquecido de falar que a microempresa trabalha tanto nos setores de artesanato, de agricultura, de pequena produção, e o sistema financeiro dos países tem um papel importante de atuação para com as microempresas. Donc, les initiatives qui sont développées partent de l'infrastructure du financement du secteur financier, notamment la microfinance, qui est développée dans nos différentes localités et qui permet de servir à la demande et de faire face à la demande des micro-entreprises. La microfinance, mais les banques aussi un peu, pas beaucoup, parce que les banques financent plus les acteurs des grandes entreprises et les moyennes entreprises. Cependant, la microfinance, qui est aussi pratiquement informelle, c'est-à-dire quoi, la microfinance, finance les micro-entreprises à la base. Donc, c'est l'essence de ce financement. Et tu as aussi des initiatives des gouvernements qui mettent en place des mécanismes de petites subventions pour les micro-entreprises à la base. Mais c'est des projets, programmes qui n'ont pas de longue durée et qui n'ont pas de vision pour le long terme. Então, o microfinanciamento, que funciona de maneira quase informal, é fundamental. Ele é o principal provedor de financiamento para as microempresas. O setor bancário não atua de forma tão importante quanto o microfinanciamento. D'accord. Les principales contraintes de ces institutions, de l'accès au financement aussi, c'est beaucoup plus sur le côté formel du crédit, à savoir l'accès à une garantie. Ça veut dire qu'ils doivent disposer d'une garantie pour pouvoir accéder à un crédit. Ça, c'est la loi qui définit ces contraintes-là. La micro-entreprise, c'est-à-dire tout financement est soutenu par une garantie. La loi ne dispose pas d'autres alternatives importantes pour que ceux qui n'ont pas de garantie puissent bénéficier de ces crédits. Ça, c'est une contrainte majeure. Então, quais são as exigências, as restrições maiores para essas microempresas e, sobretudo, para o financiamento delas? Uma dessas dificuldades é a dificuldade em ter uma garantia ao microempreendedor de trazer garantia para receber esse empréstimo. Et les entreprises qui peuvent bénéficier aussi de disposer de garanties à avoir sont aussi contraintes de limiter les initiatives parce que les taux d'intérêt sont élevés. Les intérêts de sortie pour les entreprises sont très élevés. Et ces taux d'intérêt absorbent toutes les marges des entreprises, ce qui décourage l'initiative d'aller vers ces institutions-là pour les petites entreprises, les micro-entreprises. Donc, les taux d'intérêt des banques et des institutions de microfinance, surtout les institutions de microfinance, sont élevés. Então, o que vai desencorajar o empreendedor a obter um financiamento são as taxas de interesse pedidas pelos bancos e até pelas
instituições financeiras, isso vai dificultar bastante esses financiamentos. Excuse me, can Professor Anase turn on his video camera? We would love to see him. Nyamega? Il veut me voir ou quoi? Oui, il voudrait que vous mettiez votre caméra. But Dad, at the beginning, the professor said that he has a poor video connection. So you worried about the quality. I understand. Thank you. Thank you. We like to see. Okay. C'est ça, c'est faible. Okay. La connexion n'est pas bonne. OK. Donc, ces contraintes aussi sont soutenues par les contraintes un peu liées au milieu, au marché. L'accès au marché pour les petites entreprises, c'est les marchés locaux, les marchés qui ne sont pas des marchés institutionnels, ce ne sont pas des marchés à grande échelle. Donc, c'est des marchés locaux, ce qui fait que leurs chiffres d'affaires ne sont pas très importants et ça limite aussi l'intérêt porté par les banques vers ces instituições, seulement les instituições de microfinance. Então, as instituições financeiras, os bancos, não demonstram muito interesse em apoiar esses pequenos empreendedores por eles não oferecerem mercados muito amplos. Geralmente, vai ter um alcance apenas local. E então, a instituição financeira não vai demonstrar muito apetite assim, para sustentar, apoiar esses projetos. Não tem uma projeção ampla. OK. La synthèse des contraintes se présente comme suite. Elle ne dispose pas de patrimoine, des actifs pour pouvoir pouvoir présenter des garanties acceptées par les banques. Elles n'ont pas une organisation de gestion formelle permettant aussi aux banques de leur faire confiance. Elles n'ont pas aussi d'historique de crédit, expérience en matière de financement, de crédit, d'épargne, de fidélité dans les institutions qui permettent de leur venir en appui. Ça, c'est le premier point en termes de contraintes pour l'accès au crédit formel. Tá. Então, o pequeno empreendedor, ele geralmente está acostumado à informalidade, ele não tem uma estrutura como empresa, ele não tem bens próprios para servir de garantia, ele não tem experiência em financiamento, em administrar, e isso faz que a instituição financeira, o banco, seja meio receoso em investir. Ça, c'est lié aux capacités même des micro-entreprises. Lié à l'offre, il y a Allô, aussi... professeur? Oui. Vous m'entendez? You hear me? Yes. Je peux aller? Oui. D'accord. La deuxième limite ou contrainte, c'est l'offre de services financiers qui est faiblement représentée dans les zones rurales, qui emploient beaucoup de personnes et où se trouvent beaucoup de micro-entreprises en milieu rural et périurbain. Les institutions financières, banques et microfinances ne sont pas suffisamment représentées dans ces zones pour faire face à la demande de ces micro-entreprises et n'ont pas développé l'infrastructure au niveau local. Então, outro problema é que, geralmente, essas microempresas estão localizadas em zonas rurais, onde tem pouco acesso dos bancos ou outras instituições financeiras para com essa população rural. Donc, la plupart des micro-entreprises ne disposent pas de ces garanties suffisantes. La petite entreprise n'a pas d'actifs tangibles à offrir
Donc, c'est une sorte de synthèse. Hein. Et puis, ils ont des difficultés d'accéder au financement, surtout le financement de marché avec les institutions de microfinance et les banques. E, voilà. Então, basicamente, são isso as maiores dificuldades, essa dificuldade de penetrar as zonas rurais, as garantias insuficientes e informalidade dessas empresas que necessitam o apoio de financiamento. Et en plus de ces contraintes, il y a les contraintes environnementales, notamment l'instabilité sociopolitique, économique, et qui jouent beaucoup sur l'offre et la demande de services financiers. Et ces contraintes politiques et économiques, mais aussi les situations d'accès au marché où la corruption est un peu développée et qui empêchent aussi ces acteurs-là de trouver des marchés qui puissent être rentables et financés et rembourser les crédits. Donc, ça aussi, c'est aussi un problème qui est posé. Et la situation d'insécurité aussi fait que les acteurs clés de l'informel ne bénéficient pas des opportunités que présentent ces gestions financières. Ça, c'est des contraintes vraiment environnementales qui jouent sur l'économie de façon globale et qui jouent sur la micro-entreprise et l'économie locale. Então, dos fatores também chave dessas dificuldades, dessas restrições, vem de um aspecto sociopolítico environnemental, do meio ambiente, do ambiente sociopolítico, que muitas vezes dificulta o acesso do cidadão necessitado aos mercados mais amplos e vão restringir a circulação das informações, das mercadorias. É isso. OK, c'est bon? C'est bon. D'accord. Les défis spécifiques au financement, il faudra travailler sur les contraintes réglementaires et aussi, ça c'est lié à la réglementation financière, mais aussi travailler sur la connaissance financière des micro-entreprises qui manquent d'éducation et de connaissances financières. Et ça, je vais revenir sur ces deux points-là. Então, dos aspectos também fundamental é a falta de conhecimento do sistema financeiro, uma falta de educação financeira que vai dificultar a administração desses financiamentos. Sur les contraintes réglementaires, là, il y a une réglementation qui encadre, qui est bien, moi je trouve, pour sécuriser les opérations des banques, des institutions de microfinance, mais qui ne prend pas en compte la spécificité aussi des micro-entreprises qui ont aussi leurs contraintes. Cette réglementation devait beaucoup plus tenir de ces micro-entreprises pour pouvoir s'adapter et leur faciliter la coopération avec les institutions financières. Mais pour l'instant, elle n'est pas très adaptée. Então, tem uma restrição que são a própria regulamentação, que é complexa e que não é muito adaptada à realidade econômica, que é talvez de difícil entendimento pelo pequeno empreendedor e que vai dificultar a administração desses financiamentos, por ser uma regulamentação complexa demais para o pequeno empreendedor. Les contraintes réglementaires jouent sur les processus administratifs pour pouvoir bénéficier d'un financement. Par exemple, une entreprise qui se présente dans une institution, il lui faut 3 à 4 mois d'ancienneté, faire la preuve de ses affaires, la preuve de la rentabilité de ses affaires, fournir des documents administratifs.
Et elle peut faire entre 8 et 12 mois avant de bénéficier d'un premier financement. 8 et 12 mois avant de bénéficier d'un premier financement. Et là aussi, sur une clientèle qui demande ce premier financement, à cause de ces processus, tu as peut-être sur 100 entreprises, tu as peut-être 30 entreprises qui bénéficient effectivement du financement. Le reste se décourage en milieu de chemin, les 70%, et ils se découragent et laissent tomber le processus d'accès à un financement. Donc, ceux qui ont accès à un financement, ils représentent 30% de la demande effective du fait de ces processus administratifs. Então, uma empresa, empreendedor que vai se apresentar ao banco para pedir um empréstimo, vai ter que produzir um montão de documentos, de certificados, ele vai ter que certificar que ele funciona, que ele existe como empresa há no mínimo 4 meses, ele tem que provar que ele tem eu não sei como falar, chiffre d'affaires, que ele tem lucro superior a X, e ele vai ter que esperar entre 8 e 12 meses até ter uma resposta para o seu pedido de microfinanciamento, tanto que o resultado é que em 100 pedidos de financiamento, podemos considerar que apenas 30 vão vingar, vão ser contemplados. Os 70% vão se desanimar e abandonar o projeto pelas dificuldades. Voilà. Et ces 30%, c'est au niveau des banques et au niveau des institutions de microfinance. Parce qu'au niveau des banques, c'est pratiquement moins de 10% qui accèdent au crédit. Au niveau des institutions de microfinance, c'est autour de 30% maximum, et même pas 40%. Donc, c'est ça la réalité. E isso, esses 30% que vão ter sucesso em obter o microfinanciamento, isso é com os pequenos microfinanciamento mais informais, com os bancos, esse número não chega nem a 10% de sucesso para obter um financiamento. Então, realmente... Pour surmonter cette contrainte réglementaire, les autorités monétaires, les autorités économiques et financières doivent travailler à adapter la réglementation pour que les processus soient courts, les processus d'octroi soient courts, et que les différentes contraintes soient focus sur l'essentiel et limiter les procédures administratives, les processus administratifs, et mettre en place des dispositifs qui sécurisent aussi les opérations sans que ça constitue des contraintes formelles d'accès au financement. Então, o que seria necessário seria adaptar, repensar essa regulamentação que é muito... que tem exigências demais, reduzir o tempo de negociação desse financiamento e adaptar realmente a situação mais simples do pequeno empreendedor. Et l'autre contrainte, c'est le manque de connaissances financières au niveau de la demande, à savoir les institutions, les micro-entrepreneurs qui manquent d'éducation financière. Et ça, c'est un élément clé, parce que si l'institution aussi n'est pas organisée, elle n'a pas une bonne éducation financière, n'a pas une bonne gestion, elle ne peut pas prétendre avec le temps à un financement. Et ça, c'est une contrainte majeure. Então, uma das maiores restrições é a falta de conhecimento em termos de finança, de administração de uma empresa e de financiamento dessa empresa, do microempreendedor. Então, isso faz que o banco não vai confiar no pequeno empreendedor.
Então, ele L'éducation, precisaria uma educação, ele precisaria de uma educação financeira e administrativa para ter mais sucesso em seus pedidos. l'éducation financière va permettre aussi aux institutions, doit permettre aux entreprises de connaître les différentes options. L'avantage d'aller vers les institutions de microfinance, les inconvénients d'aller vers les institutions de microfinance, l'avantage d'aller vers les banques, les inconvénients d'aller vers les banques, et mieux connaître ces institutions et faire le choix de partenariat. Le plus souvent, elles n'ont pas d'informations, elles n'ont pas cette éducation qui permet de dire je vais aller vers tel ou tel partenaire parce que ça présente plus d'avantages ou moins d'avantages, plus de facilité, moins de facilité. Essa falta de educação financeira faz que o pequeno empreendedor não sabe como se direcionar e a quem direcionar seu pedido. Ele poderia, eventualmente, ir se direcionar ao microfinanciamento ou, talvez, em outras circunstâncias, seria mais adequado ir tocar na porta do banco mesmo, mas essa falta de conhecimento, de orientação, faz que ele talvez não faça as escolhas certas que ele precisaria. L'éducation financière, en tout cas, devrait leur permettre de se prêter à consommer les services financiers et aussi permettre un accompagnement pour les différentes fonctions de l'entreprise, tel que l'accès au marché, l'accès au financement et la bonne gestion de ces entreprises. Malheureusement, les dispositifs au niveau local ne disposent pas de ressources qualifiées pour pouvoir accompagner les micro-entreprises. Et ça aussi, c'est une contrainte majeure liée à l'accès au financement et au développement des micro-entreprises. Então, não tem um acompanhamento qualificado, eficiente, que poderia orientar o empreendedor a fazer essa educação financeira, para ele ter uma orientação a todos os níveis, tanto na gestão, na administração, como a parte comercial, de projeção para os mercados, e não tem essa facilidade, esse recurso de ajuda, de acompanhamento do empreendedor na sua empresa, no seu empreendimento. OK. Maintenant, par rapport à toutes ces contraintes, les propositions qui sont formulées, beaucoup plus une stratégie pour surmonter les contraintes que nous allons faire. Nous allons essayer de discuter de ces propositions, les stratégies pour surmonter effectivement les contraintes que je venais de citer et les défis à relever. Vamos falar agora das estratégias para superar essas restrições, essas dificuldades. D'accord. Le financement des micro-entreprises est un défi majeur, mais les solutions existent. Premièrement, c'est travailler à l'inclusion financière à travers aussi les nouvelles technologies, notamment les fintech pour la digitalisation des services financiers et même des services non financiers liés à l'éducation. Donc, l'inclusion financière à travers les fintech peut être un moyen important, surtout que le téléphone est beaucoup utilisé, même en milieu rural. C'est un taux d'utilisation de presque 95% dans nos pays. On pourrait utiliser les fintech pour pouvoir améliorer l'inclusion financière et ça, c'est déjà un pas vers l'accès au financement pour les micro-entreprises, quelle que soit la forme. L'inclusion financière à travers les fintech. Vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on entend. OK. Ah, d'accord. Comme la traduction ne suit pas, c'est bon? On peut continuer? Oui, on peut continuer. Je ne sais pas si elle est là. On dirait qu'elle a perdu la connexion. Toi, tu ne peux pas traduire, c'est en portugais, non?
Non, je connais pas le portugais. Ouais, on dirait qu'elle a perdu la connexion, oui. Dada Gyanananda, do you want Oui. to translate? Bon, on peut tenter jusqu'à ce qu'elle rentre, hein, ce n'est pas un problème. Ouais, allons-y. Donc, je disais que les stratégies pour surmonter les contraintes, premièrement, travailler à l'inclusion financière de la majorité des micro-entreprises à travers les fintech. Deuxièmement, travailler à éduquer financièrement le milieu rural et puis les micro et petites entreprises et développer des modèles de financement innovants. Ça fait les 3 points que nous proposons et que nous allons développer. Existe desafio para o financiamento das microempresas na África, mas existem soluções. Uma é a inclusão financeira dessas empresas micro através dos fintech, empresas de tecnologias, né? Aí pode utilizar celulares e tudo. Uma educação financeira e um novo modelo de financiamento inovativos. D'accord. Pour la stratégie de l'inclusion financière à travers les fintech, on constate que déjà, il y a, dans 25 pays, les fintech se développent dans presque 25 pays, si on fait le point au niveau de l'Afrique, 25 pays sur une cinquantaine de pays. Le nombre d'entreprises va d'une seule entreprise de fintech, telle que au Burkina, l'Algérie, le Mali, à 217 fintech au Nigeria. Donc, d'un pays à l'autre, le nombre de fintech, c'est différent. Então, na África, tem 25 países africanos onde o fintech já estão operando e o número das empresas parte pays vai d'une seule dans le pays. Donc, os números de empresas que são associadas com os fintech, né, vão de 25 no Burkina Faso, no Mali, na Algéria, et 217 no Nigeria. OK. Et les 3 pays qui absorbent plus de fintech, c'est beaucoup plus le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, qui concernent 67% des fintech à l'échec du continent. Et les autres pays sont à la traîne toujours. E os países que concentra 67,6% de fintech são Nigéria, África do Sul e Quênia. E os outros países estão ainda para trás. Mais ces segments sont beaucoup plus pour les fintech dans des processus d'envoi de fonds, réception de fonds pour les entreprises innovantes sur le continent. Et viennent des fintech aussi qui opèrent dans le domaine des prêts, l'accès au financement, l'accès au crédit. Ça, c'est 19%. Et de l'administration des affaires, 12%. L'investissement avec les investisseurs des sociétés d'investissement et autres, 10%. De l'assurance, 8%. De la finance personnelle, 5%. Et puis des blockchains, nous sommes autour de 5% aussi pour la sécurité et l'identification, 2%. Voilà, ça, c'est un peu le rapport que nous avons essayé de... C'est référencé en bas, rapport de Startup Africa. On a essayé de faire la synthèse de ces opportunités que constituent les fintech au plan nacional et international au niveau africain. Então, de acordo com esse relatório que está aqui embaixo, né, dos fintech, 29,4% são empresas inovativas na área de transferência de dinheiro, né, de transferência de dinheiro. O outro 19,3% só de empréstimo e financiamento. Na administração de negócio, 12,5%, investimento 10,2%, insurância 8,4%, finanças pessoais 5,8%, e na área de blockchains é 5,5%. E na questão da segurança e identificação, 2,4%. Basicamente, são as áreas que são mais ativas nos fintech hoje na África.
de acordo com esse relatório. OK. Pour que ces fintechs se développent dans nos pays, il faudra aussi travailler à améliorer le cadre réglementaire pour inciter des investisseurs dans ce domaine à intégrer, à développer les fintechs dans nos pays. Et il faut que le cadre réglementaire s'y prête pour améliorer l'infrastructure numérique. Et ça, dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont faits dans le cadre réglementaire. Renforcer l'interaction entre acteurs du régime réglementaire pour permettre la conception de nouveaux produits, la connexion entre les prestataires de services financiers et les développeurs de fintech. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. Et puis, mettre sur pied un organisme de réglementation chargé de faire progresser l'innovation réglementaire en matière d'inclusion financière et de développement de services numériques. Est-ce que tu peux me montrer le texte là que tu as lu? Est-ce que Ça, tu lis un texte? c'est 17, hein, 17/17. Ok. Então, gente, para a inclusão financeira através dos fintech, há necessidade de ver alguns elementos que são melhoramento das infraestruturas numéricas, fortalecimento de interação entre os diferentes regimes regulamentares que regulamentam, né, para permitir uma concepção de novos produtos, como também de produtos da assurância, de insurância, de épargne, Dépôt. de depô, Seguro, poupança. de poupança, exatamente. Miguel, vous êtes là déjà, donc là, tu peux continuer alors. Voltei. Ok, por favor. Então, esses produtos que são de seguro, de poupança e de microfinanciamento, graças às plataformas numéricas. E se trata também de organizar um conjunto de regulamentação para o progresso em termos de inovação, em termos de regulamentação e de estimular a transformação numérica para esses empreendedores. Donc, je dirais que la réglementation doit permettre une bonne coopération entre les créateurs innovateurs dans les fintech, les prestataires de services financiers et les usagers. Donc, les services financiers tels que l'assurance, la microfinance, les microassurances, les prestataires, les banques. Voilà. Il faut qu'il y ait un cadre politique de développement et réglementaire qui permette cette coopération. C'est ça qui va permettre pour le marché de prendre. Então, tem que ter um quadro com regulamentação e entre os bancos e o microinvestimento, sobretudo nessas áreas de microseguro, microfinanciamento, e uma melhor gestão financeira nesse quadro. D'accord. Il faudra aussi qu'il y ait des prestataires, ça veut dire des développeurs de business development services, des services de développement des entreprises, qui est ce développement au service des micro-entreprises, pour qu'ils puissent avoir l'éducation financière, la formation en gestion, le coaching, l'accompagnement vers les acteurs. Ça manque beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de projets dans ce domaine, mais depuis que ces projets financés par des partenaires extérieurs ne sont plus là, au niveau national, il manque beaucoup d'initiatives pour développer le coaching, l'accompagnement des micro-entreprises, notamment sur les services non financiers liés à la gestion, l'organisation, l'accès au marché et autres. Et ça, il va falloir retravailler à développer cette offre au niveau local. Então, estão faltando atores para o acompanhamento desses financiamentos, que vão acompanhar, que vão coachar, que vão realmente dar um suporte para o empreendedor
com mais atenção, mais próximo. D'accord. Alors, pour ceci, déjà au niveau des gouvernements, il y a eu des actions qui ont été développées, des initiatives qui sont développées pour l'accès l'accès au financement pour les micro-entreprises. Plusieurs initiatives sont développées. Et on a notamment... Então, on va, já... voilà, le slash 20. Slash 20, 20, 20. Tá? Então, Ouais, 20. tá. Então, já certos governos já tiveram várias iniciativas para ajudar a esse financiamento. Et les initiatives qui sont développées, c'est notamment les programmes d'inclusion financière au niveau régional, au niveau de la zone UEMOA, où c'est presque 8 pays, il y a une stratégie sous-régionale d'inclusion financière. Et chaque pays a refait sa stratégie d'inclusion financière avec des plans de financement pour l'éducation financière des populations et des micro-entreprises. Ces initiatives sont là, mais les résultats traînent à venir parce que c'est des petites initiatives, ce n'est pas encore d'envergure. Les initiatives d'éducation financière sont faibles et ne touchent pas vraiment les micro-entreprises. Parce qu'un maillon manque, le maillon du conseil et d'appui conseil, du coaching. Si ce maillon marchait, ça allait faciliter effectivement l'éducation et l'accompagnement des micro-entreprises. Ce maillon qui manque, on forme les personnes individuellement dans les villages, mais ça n'a pas de répercussion sur la micro-entreprise et le développement de la micro-entreprise. Então, já tem exemplos de ajuda dos governos em vários países sobre estratégias de inclusão financeira e de educação financeira com as populações interessadas. Mas, infelizmente, elas surtam poucos resultados até agora, porque está faltando um elo nessa cadeia de ajuda, e esse elo é um contato mais próximo à população, um coaching mesmo, de proximidade entre o microempreendedor e o sistema financeiro. Aujourd'hui, des mesures de finances alternatives sont développées, notamment la finance participative, telle que la finance islamique et autres microfunding, qui sont des modèles de finance participative qui sont développés. Sur la finance islamique, on a le cadre réglementaire qui a permis le développement de la finance islamique dans nos pays, et chaque pays a adopté effectivement la finance islamique. Mais pour l'instant, le développement prendra du temps parce que ça va faire changer les mentalités. Ce n'est pas évident que les mentalités évoluent vite, et ça va prendre du temps pour que la finance islamique, qui est un financement participatif orienté vers les investissements, puisse se développer. Il y a des projets dans ce sens, mais ça prendra du temps pour que cette finance alternative se développe. Então, tem financiamento alternativo, em particular o financiamento islâmico, que é bastante bem recebido, porém ainda está enfrentando as mesmas dificuldades, mas ele existe e está se implementando. Et on a aussi des initiatives de lignes de crédit agricoles pour les micro-entreprises agricoles qui sont développées au Mali, au Burkina et dans les autres pays, le Sénégal aussi, et qui sont des lignes de crédit quand même relativement importantes, qui touchent quand même autour de centaines de milliers de personnes. C'est des initiatives très importantes, mais ça reste des projets limités dans le temps, et il n'y a pas de stratégie de pérennisation des acquis, et c'est des projets financés avec l'accompagnement des bailleurs de fonds que constitue le FIDA, le Fonds international de développement agricole, la BID, la Banque islamique de développement, et d'autres partenaires bilatéraux qui sont les Allemands, les Danois, qui sont autour. Mais quand on regarde au niveau national de nos pays, il n'y a pas une appropriation qui permet de dire, s'il n'y a pas le financement des bailleurs extérieurs,
comment on continue à développer ces mécanismes innovants des lignes de crédit qui sont très intéressantes, qui permettent l'accès des petites entreprises au crédit. Il n'y a pas ces initiatives internalisées au plan de nos pays. Et ça, c'est une limite majeure. Então, tem em vários países, o Burkina, em Costa de Marfim, no Mali, umas ajudas exteriores, estrangeiras, para, sobretudo, com a agricultura. Só que qual é o problema? É que esse Banco Islâmico de Desenvolvimento, ajuda do governo da Dinamarca, outros fundos exteriores. Qual é o problema? É depender dessas ajudas externas e se trataria de desenvolver a nível interno essas ajudas, esse auxílio. En plus de ces lignes de crédit, il y a aussi les systèmes de fonds de garantie pour permettre aux institutions financières, les banques et les institutions de microfinance de financer les micro-entreprises. Mais ces mécanismes de fonds de garantie s'avèrent très inefficaces parce qu'elles viennent en plus alourdir le processus d'accès au crédit. Pour pouvoir bénéficier d'abord du fonds de garantie et bénéficier du crédit. Ça ne change pas trop de choses et finalement, ça alourdit le mécanisme. Je trouve beaucoup plus les lignes de crédit plus efficaces que les fonds de garantie qui ne permettent pas vraiment l'accès au financement. Ça limite l'accès au financement parce qu'il y a une double demande. Il faut demander d'abord la garantie, après demander le crédit. Et ça, le processus est long et finalement, ce n'est pas très intéressant pour les micro-entreprises. Ce n'est pas efficace. Então, existem esses fundos de garantia, mas, pessoalmente, eu acho que eles pesados e bastante ineficientes. Eu considero que o pedido de empréstimo, de crédito diretamente, mais direto, seria até mais eficiente. Por quê? Porque o fundo de garantia, de qualquer maneira, vai necessitar umas garantias, uns créditos. É um sistema mais pesado, mais demorado, e acho que não é de uma eficiência para o pequeno, o microempreendedor. Donc, je vais passer à la conclusion parce que je pense que l'essentiel de la présentation est faite. En conclusion, nous pourrons dire que les défis liés à l'accès au financement pour les micro-entreprises restent toujours un enjeu crucial dans nos pays. Et il y a des modèles, mais ce n'est pas des modèles bien développés. Ce n'est pas des modèles qui sont aussi pris en compte pour être viabilisés. Então, em conclusão, eu vou dizer que o financiamento dessas microempresas é realmente um desafio fundamental para o desenvolvimento econômico e social da África, dos nossos países. E existem iniciativas, elas enfrentam numerosos problemas et défis. Donc, les initiatives gouvernementales avec les projets sont très intéressantes aussi. Et ça permet de développer des bases pour pouvoir faciliter l'accès au financement des micro-entreprises. Mais l'appropriation par les gouvernements locaux, les gouvernements au plan national, reste faible. Ce qui fait que les modèles qui sont développés ne sont pas des modèles appropriés, pris en compte par les gouvernements et qui sont viabilisés. Ça fait que la portée est faible. La portée reste limitée à la durée d'un projet et non une portée qui se démultiplie avec le temps. C'est des modèles qui ne sont pas viabilisés par nos États. Ça, c'est aussi une limite. Il n'y a pas une appropriation. Então, existem sim iniciativas governamentais, mas elas têm um raio de ação muito limitado e não, porque não estão
ainda apropriadas, não estão suficientemente adaptadas às necessidades e tanto que o raio de ação delas é muito limitado. Deveria se pensar algo a maior prazo e maior projeção no futuro. Donc, l'accès à la formation, à l'éducation financière pour les micro-entreprises, le coaching reste aussi des modèles qui doivent se développer. Il y a eu beaucoup d'initiatives que nous avons suivies avec la Banque mondiale, avec d'autres institutions, mais ça aussi n'est pas approprié. Donc, l'accès aux services non financiers aussi, il n'y a pas de modèle qu'on a viabilisé, institutionnalisé et vulgarisé au plan national dans nos pays. Et ça reste très limite aussi parce que c'est des projets qui marchent. Mais après, le projet, c'est fini. Il n'y a plus d'autres services qui sont développés. Donc, tout ça constitue les contraintes majeures qui limitent l'accès au financement pour les micro-entreprises, le développement de la micro-entreprise, et ça joue aussi sur l'économie locale qui ne se développe pas parce qu'il n'y a pas vraiment des acteurs viables sur le terrain. Então, também, em conclusão, realmente vimos que está faltando uma educação financeira, uma ajuda mais particular para que a criação para que o microfinanciamento tenha um peso na sociedade, na economia, no mercado local e com prazo durável. Voilà un peu la présentation, voilà un peu long, je pense, mais voilà, c'était l'essentiel de la communication que j'avais pour ce cours. É isso a minha apresentação, um pouco longa, mas é isso que eu queria passar para vocês nessa apresentação. Ok, je reste à votre disposition s'il y a des questions, des compléments et autres. Queria saber se tem perguntas, complementos. Nirmega, I put 2 questions in the chat for Professor. Okay, your question about Gramish Bank, the Bangladesh? Yes. Okay. Yes, the 2 questions. So in French, por favor. Ok. Professeur Anasse, Dada demande la Gramish Bank au Bangladesh engage des agents financiers, principalement des femmes, qui se rendent à vélo dans les villages pour expliquer aux villageois comment demander un microcrédit. Une stratégie similaire pourrait-elle être mise en œuvre en Afrique? Oui, une stratégie similaire serait très efficace en Afrique, mais il faut des porteurs sérieux. Parce que moi, j'étais au Bangladesh, j'ai vu l'expérience de Gramin là-bas. J'étais dans le village, j'ai vu effectivement tout ce qui est fait pour pouvoir accompagner les femmes, les micro-entreprises et autres. Donc, c'est bon. C'est un modèle qui peut réussir. Mais pour que ce modèle réussisse, il y a déjà des initiatives ici, mais il faudra que les porteurs soient engagés, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et qu'il y ait une implication forte pour pouvoir avancer. Ça peut marcher très bien même. Poderia funcionar muito bem na África. O professor foi a Bangladesh, ele conheceu esse empreendimento das mulheres que vão espalhar essa educação, mas precisaria, pode funcionar muito bem, mas precisaria um engajamento, um compromisso das pessoas que promovem essa estratégia. Alors, il y a une... And the second question, Nirmega? OK. About 10 friends together. OK. Quand 10 amis... Attends.
Je vais dire la question de Dada. When countries each accept a micro loan, each supporting the others, the Grameen Bank does not require collateral. Is that possible? Quand il y a 10 amis, par exemple, qui acceptent un microcrédit et chacun aide l'autre, la Grameen Bank ne demande pas collateral. What does it mean? Guarantee, peut-être? Oui. Ne demande pas de garantie. Est-ce que ça serait pas possible d'avoir ça, de réunir au minimum 10 personnes qui prendraient ensemble ce microcrédit? Oui, c'est des initiatives très bonnes. Moi, j'ai assisté à un projet développé par ICO Terrafina, qui a développé le modèle ici, entre 6 et 10 personnes. Et on a quand même réussi à former près d'une dizaine d'institutions au modèle. Donc, ils ont intégré le modèle, ils développent le crédit solidaire comme Grameen à l'échelle importante. Mais le produit est bon, ça marche, mais la limite, c'est la capacité même de développement de l'institution qui pose problème. Le problème n'est pas le modèle. Le modèle, il est bon, mais c'est la capacité de l'institution qui développe le modèle qui pose problème aujourd'hui parce que le management de ces institutions ne sont pas bonnes. Et quand le management n'est pas bon, ça joue sur les produits. Sinon, on a développé ici, ça marche, ça continue de marcher, mais ça pose le problème institutionnel au niveau des institutions qui ne sont pas aussi bien gérées, qui peuvent être aussi considérées comme des micro-entreprises, qui sont très mal gérées aussi par les promoteurs. Então, sim, aqui eu colaborei a um agrupamento, a um projeto, eu não entendi se era ECO ou EGO, que funcionou dessa forma, de colaboração, de crédito participativo. Conseguimos formalizar umas 10 instituições que agiram nessa forma de microcrédito colaborativo. Funcionou, sim, mas precisaria também enfrentar também o mesmo tipo de problemas de educação, de estruturação dessas instituições. Governança. De governança. Claro. Eventualmente está faltando alguém ali para... Et on a développé le même modèle au Bénin avec le Fonds national de microfinance, qui est une initiative du gouvernement, où on a eu une bonne portée, plus de 2 millions de bénéficiaires, qui étaient les femmes, les micro-entreprises en milieu rural, milieu urbain, semi-urbain. Et ça a beaucoup marché, ça continue de fonctionner avec l'initiative du gouvernement. C'est le gouvernement qui est devant, qui gère. Ça nous a amené aussi à créer au niveau du Togo la même initiative avec le Fonds national de finances inclusives au Togo, qui fait le même modèle avec le microcrédit, les crédits solidaires. Et aussi, on a développé au Mali aussi ce qu'on appelle le MEREF, mécanisme de refinancement, le financement des FIDA, avec beaucoup d'institutions de microfinance. En fait, les initiatives sont là, ça bouge, ça se développe, mais la portée reste faible toujours. La portée pour l'inclusion des micro-entreprises reste quand même faible, limitée. Donc, c'est des portées très limitées. Mais c'est des initiatives qui se développent. Tanto na Guiné, no Togo... Bénin, Togo. Ah, Bénin. Voilà, Bénin, Togo. No Bénin, Mali, no Togo e no Mali, com... Aonde mais? Encore au Bénin, au Togo, au Mali. Au Mali, au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, également. Les fonds nationaux. O Fundo Nacional investiu, eu acho que o professor falou que no Benin umas 100 mil pessoas foram contempladas e 2 milhões de pessoas contempladas
pelo Fundo Nacional de Investimento. Sei bem. Mas o que falta em todas essas iniciativas é uma continuidade e uma governança para poder continuar esses projetos. Mas eles existem, sim, e foram implementados nesses vários países. Merci. On a encore des questions ici. Shiva, what types of micro-business do we find? Quel type de micro-entreprise on trouve en Afrique, à part ce qui est agriculture, agri-food, l'agriculture, l'alimentation? Les autres micro-entreprises, c'est des maillons d'artisanat toujours, les prestations de services qui sont là. L'innovation technologique aussi qui est là, avec l'innovation technologique, tout ce qui est lié au téléphone, tout ce qui est lié à la technologie nouvelle. Voilà, toutes ces petites entreprises se développent. Mais en milieu rural, c'est beaucoup plus l'agriculture, l'élevage, les produits de transformation, l'agroalimentaire, et le maraîchage, les produits agricoles toujours, mais aussi un peu l'habitat social qui se développe un peu aussi, l'habitat social qui est aussi une demande, et les entreprises se développent aussi dans le secteur des infrastructures liées à l'habitat, qui est un maillon aussi important. Voilà, en dehors de ça, c'est tout ce qui est artisanat, utilitaire, tel que la forge, la construction métallique et autres qui se développent. Bon, il y a aussi la question culturelle, tout ce qui est couture, mais artisanat d'art, culture, musique, vidéo, cinéma, qui est aussi un maillon important qui est en train de se développer. Voilà un peu les autres maillons liés à la micro-entreprise en Afrique. Et surtout la culture, l'art, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, c'est des micro-entreprises qui sont vraiment dans le besoin e que sont en train de se développer actuellement. Então, em meio rural, obviamente, vai ser tudo que é agroalimentar, elevagem, animais, não sei como se fala, mas também o artesanato, tanto de arte quanto de serviços, de costura, a parte artística, música, dança, cultural, etc. E também fundamental, um elo bem importante, é tudo que é serviços ligados à tecnologia, à telefonia, vídeo, a tech, produtos, e também o habitat social, a construção, a tudo que tem a ver com a moradia, e todos os setores, na realidade, são contemplados por esses microfinanciamentos. Guruvati demande, c'est écrit en français, comment les fintech peuvent contribuer au développement des micro-entreprises? Avez-vous des exemples concrets? Como as fintech podem contribuir ao desenvolvimento das microempresas? Você tem exemplos concretos? Então, professor, comment les fintech peuvent contribuer au développement des micro-entreprises? D'abord, la fintech est une micro-entreprise, elle développe aussi son marché, ça c'est déjà quelque chose. Et dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de fintech, mais celles qui existent quand même tentent de pénétrer le marché. Au Mali, par exemple, les fintech travaillent beaucoup pour le domaine du transport, dans le domaine du transport, de la livraison, de la communication, de la facilitation des transactions aussi. Des transactions pas forcément financières, hein,
Voilà, et ça marche beaucoup parce que même dans le domaine de l'essence, du carburant, les fintech travaillent beaucoup avec les entreprises dans le domaine et ça bouge, ça bouge. C'est des initiatives petites mais qui émergent actuellement. Au Mali, par exemple, c'est vraiment, moi je trouve que les fintech commencent à faire un bon boulot et ça a permis de résister à certaines contraintes liées à l'environnement, l'économie locale, de résister à cet environnement et faciliter beaucoup de transactions qui ne sont pas seulement des transactions financières. Voilà un peu ce que ça peut aider comme au niveau des entreprises pour l'instant. Il y a des expériences intéressantes que j'ai visitées au Mali qui sont très intéressantes et qui peuvent se développer parce qu'il y a une demande, il y a un besoin au niveau des entreprises, dans le domaine de Então, l'essence, des prestations de services, du transport. então o que eu presenciei particularmente no Mali, a importância das fintech, sobretudo no domínio dos transportes, com o carburante, com a ajuda a organização, as transações não somente financeiras, mas também comerciais. E isso está se desenvolvendo bastante com bons resultados. Je vais lire une autre question. Quelle est la taille d'une micro-entreprise? Existe-t-il une instituição ou une plateforme africaine de microfinance? Então, em português, qual é o tamanho de uma microempresa? Existe uma instituição ou uma plataforma africana para esse microfinanciamento? Donc, la taille de la micro-entreprise et s'il existe une plateforme africaine de microfinancement. La taille de la micro-entreprise, réglementairement, c'est une entreprise qui emploie 10 personnes et moins. Mais dans la pratique, tu trouves des micro-entreprises qui emploient plus, qui emploient jusqu'à 50, mais qui restent dans le statut de micro-entreprise. Du fait qu'ils n'ont pas fait évoluer aussi les textes réglementaires, ils restent dans la micro-entreprise, autour de 30, 50 personnes, 10 personnes. C'est un peu ça. Lié aussi au chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires qui est réalisé par l'institution de la micro-entreprise? C'est autour de annuellement $100,000 en chiffre d'affaires annuel. Donc, mais tu trouves des entreprises très informelles, qu'on appelle micro-entreprises informelles, et qui sont juste reconnues par l'État, mais qui n'ont pas pris les dispositions d'être plus formelles. Elles aussi, elles sont toujours dans la micro-entreprise. Donc, la taille, formellement, c'est 10 personnes en termes d'emploi et moins, avec un chiffre d'affaires de $100,000 annuel. Mais informellement, tu as beaucoup de micro-entreprises, la taille dépasse ce qui est défini, mais ils n'ont pas pris les mesures pour évoluer en tant qu'entreprise moyenne ou grande entreprise. Voilà un peu la chose. Então, teoricamente e pelo código, pela lei, a microempresa deveria ter até 10 pessoas, mas frequentemente vemos microempresas de até 30, 50 pessoas. Por que isso existe? Porque elas não evoluíram para um outro estatuto para a empresa de médio porte, ficaram nessa informalidade, porque deve ser mais conveniente para elas, e também o código não evoluiu para acompanhar esse ponto do número de empregados, e enquanto ao lucro, o faturamento anual, que deveria ser até $100,000, também fica um pouco impreciso. Deixa margem para outras situações.
Il y a cette question aussi, est-ce qu'il existe une institution ou une plateforme africaine pour le microfinance? Oui, la plateforme africaine, il y a des plateformes africaines pour la microfinance. Et d'abord, il y a au niveau de nos pays, il y a une plateforme, c'est les associations professionnelles des institutions de microfinance qui se constituent et qui, au plan national, constituent une plateforme pour pouvoir travailler au développement des institutions de microfinance. Au plan de l'UEMOA, la zone franc, il y a aussi une association au niveau sous-régional qui est constituée comme une plateforme aussi au plan UEMOA. Il y a une plateforme africaine, mais qui n'est plus très fonctionnelle et qui était constituée aussi par les différentes associations professionnelles de chaque pays. La plateforme africaine existe. Et actuellement, il est prévu la semaine africaine de la microfinance au Togo du 15 au 20 octobre. Du 15 au 20 octobre, la semaine africaine de la microfinance qui va se dérouler du 15 au 20 octobre. Et vous pouvez voir ça sur le Google, hein, SAM, Semaine africaine de microfinance. Et vous allez voir le programme, les invités, les participants, les colloques, les différents participants et acteurs de la microfinance. Ça, par exemple, moi, j'irai pour cette plateforme, cette semaine africaine de microfinance qui se tiendra du 15 au 20 octobre 2023. Então, se existe uma associação profissional a nível africano por exemplo, do 15 até 20 de outubro, no Togo, vai ter pardon, Anna, c'est du 15 à 20, du 15 au 20 octobre, c'est la semaine. É a semana africana, semana internacional sobre o microfinanciamento, com muitas palestras, isso, a semana justamente sobre esse assunto de microfinanciamento. Vai ser no Togo, do 15 até 20 de outubro, o professor Anassi vai estar presente e vai ter numerosas palestras, conferências sobre esse tema. Então, se existe uma ação a nível do continente. C'est bon, ou autre question? So much potential to get with business and family. Apparemment, please evaluate the class. Ah non. Non, apparemment, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Il y a eu de bonnes questions, n'est-ce pas? Il y a Paramashivala qui a mis une question là maintenant. Il y a une nouvelle question? Ah, what Oui, Paramashiva vient de... about business arranged to mutually benefit from the services or goods to support each other in addition to external. Le problème, c'est que je ne comprends pas la question. O que quer dizer barter? Échange de produits au lieu de sous. Échange de produits. Oui, on change de produits. Tu as produit des choses, je produis, nous échangeons. Business arrange. Dada, você pouvez traduire parce que je ne comprends pas la question. Donc, la question est qu'est-ce qu'on fait là pour les échanges directs de produits? Est-ce que le business, le micro-business, il y a des initiatives, des échanges de produits, micro-business dans le secteur agricole. Ça existe, mais ce n'est pas très bien développé et structuré.
Il y a ce que j'appelle les fintech qui permettent une communication et des échanges de produits aussi, notamment au Mali où j'ai vu vraiment la facilitation qui a été faite là-bas. Mais en milieu rural, c'est des échanges entre acteurs et où j'ai fait même une étude sur la digitalisation de ces services financiers où ce qui est demandé, c'est beaucoup plus l'information, l'accès et les échanges de produits. Mais formellement, ce n'est pas établi, il n'y a pas beaucoup de développement dans ce sens. Il y a des initiatives, mais pas beaucoup développées. Então, informalmente, vai, Dada. Hein? Pode traduzir para o português, porque é mais complexo também. Je vais lui traduire ça en français. Allô? Donc, les micro-entreprises pourraient-elles s'arranger pour bénéficier mutuellement de leurs services ou bien pour se soutenir mutuellement en plus du financement externe? Ah oui, ça c'est intéressant. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça c'est intéressant. Oui, moi je... C'est intéressant et... Did we lose him? On n'a pas entendu la réponse complètement. Ah, le microphone est fermé là, Monsieur Anas. Ah oui. Something wrong happened. Professor Anasi is muted. Yes. Monsieur Anas, est-ce que tu peux libérer ton microphone là? Il est fermé. C'est bon? Aïe, ça y est. C'est bon? Oui, Maintenant, on n'avait pas entendu la réponse à la dernière question. C'est fermé en plus. Le microphone là est fermé, Monsieur Anas. Oui, je viens de voir. Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Ouais, c'est pas moi qui coupe, c'est automatique, moi je comprends pas. Je peux répondre maintenant? Oui. Je disais qu'il y a une bonne coopération dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage entre acteurs des chaînes de valeur, où c'est vraiment des échanges, des partenariats entre... Ça ferme une fois de plus. Então, ele estava dizendo que tem uma boa troca de Je ne comprends pas pourquoi... parceria. C'est pas moi qui coupe, hein? C'est bizarre. Ça se coupe automatiquement, là. Voilà, je disais qu'il y a une coopération entre acteurs des micro-entreprises et des moyennes entreprises. Então, tem uma boa cooperação entre os atores de pequena e média empresa, uma boa parceria no nível da agricultura. E da pecuária. Agropecuária. He's muted again. Yeah, he's telling that it is happening automatically. He's not doing it. Well, our time is up. So perhaps we can thank everyone. Thank Professor Anasi. Dear Mega?
Então, o nosso tempo está acabando. Estamos agradecendo imensamente o professor Anassi, que foi perdido na tecnologia. Thank you very, very much to Professor Anassi and to everyone. Obrigada imensamente, professor Anassi, e para cada participante. Merci, merci, merci. Aí, Merci à tous. Merci, ça vient, ça passe. Hein. Donc, je Oui. disais qu'il y a une bonne coopération entre les micro-entreprises, chaîne de valeur, où il y a des échanges, des partenariats, c'est ça. E tem uma troca nessa cadeia de valores, tem uma parceria boa. Thank you very much to the interpreters, Nirmega and Turia. Professeur Anassi, notre temps est terminé, c'est l'heure de conclure, donc nous vous remercions tous immensément pour cette excellente présentation très informative et on a appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Merci beaucoup, merci pour les questions, les contributions. Super bien, merci à tous. Merci. À la prochaine. See. À la prochaine.